El canvi climàtic, com saben, és una realitat i és un dels majors desafiaments que té ara per ara la humanitat. Per evitar les seves pitjors conseqüències, es plantegen els objectius de descarbonització, que són una sèrie d'estratègies que persegueixen reduir, suprimir i revertir els gasos amb efecte hivernacle, A Catalunya cal un gran esforç en els pròxims anys si es vol aconseguir aquests objectius de descarbonització. Com saben, l'objectiu del govern actual és aconseguir que el 2030 el 54% de la demanda elèctrica es pugui cobrir amb fonts d'energia renovable. La situació actual, però, és ben lluny d'aquests objectius i les renovables cobreixen a dia d'avui entre un 14 i un 20% de la demanda. Moltes d'aquestes energies també depenen de la generació hidràulica, que, com saben, en l'episodi recent de sequera que hem viscut, sovint és escassa aquesta capacitat de generació hidràulica. El desenvolupament de les renovables, doncs, és lluny a Catalunya dels objectius del 2030 de la prospectiva energètica de Catalunya, del PROENCAT. La solar fotovoltaica, només per posar alguns exemples, sobre coberta, arriba al 45% del compliment, l'eòlica només assoleix el 26% de l'objectiu i la solar fotovoltaica sobre terra només el 8%. El nou govern s'ha fixat alguns objectius per accelerar el desenvolupament de les renovables, com ara aprovar el Pla Territorial Sectorial per la implementació d'energies renovables, el que es coneix el PLATER, negociar per garantir la connexió a la xarxa d'aquestes renovables, que són necessàries per la transició energètica de Catalunya, i emprendre mesures, sobretot importants, per la simplificació administrativa, que permetin reduir terminis de tramitació o la càrrega burocràtica que comporten, i que això impulsi algunes formes també de generació poc explotades. El desenvolupament de les renovables, doncs, és clau per la descarbonització, també és un factor molt important per aconseguir la tan desitjada independència energètica i també per fer més neta i competitiva l'economia catalana, però també l'espanyola. Però això sovint xoca, com sabem, amb el territori. Implementar parcs eòlics o fotovoltaics pot alterar el paisatge i, per tant, s'ha d'introduir aquesta variable, que és molt important, en el debat. Cal veure, per exemple, com ho fan altres països del nostre entorn per obrir també aquest debat clar i franc per veure que aquest element no sigui un fre en la transició energètica que, com hem vist, és absolutament necessària. Abans de donar pas als dos ponents que ens acompanyaran avui, convidaré que pugi a l'escenari en Quim Daura, que és el president del clúster de l'energia eficient de Catalunya, un dels nostres partners del diari Ara i en aquest acte que avui organitzem. Quim, com vulguis. Doncs, abans de res, benvinguts a tots. Moltes mercès, Georgina. Moltes mercès a l'Ateneu per acollir-nos a casa seva. Moltes mercès a l'Ara. El major repte que tenim a dia d'avui com a societat és el canvi climàtic. I si busquem el perquè del canvi climàtic, trobem que són, com també deia la Georgina, els gasos d'efecte hivernacle. D'on venen aquests gasos? Amb un 80% venen de l'energia, de la combustió de l'energia. Ja sigui per generació elèctrica, ja sigui pel transport, ja sigui per la indústria. Què ens cal? I també ho comentava la Georgina, i aniré gastant el nom perquè és que al final ha estat una intervenció per mi molt acurada i molt bona. Ens cal descarbonitzar l'energia. Dit això, dins de l'entorn europeu tenim un altre gran repte, que també comentava la Georgina, que és la sobirania energètica. L'energia és el motor de l'economia. Si depenem de tercers en quant a preu, en quant a disponibilitat, no podrem aconseguir aquesta maduresa, aquesta competitivitat que s'espera de la nostra economia. I parlo d'Europa, parlo d'Espanya, parlo de Catalunya. I, de fet, això no és només una visió del clúster o del diari Ara. Això, quan se li encarrega al Mario Draghi que faci l'estudi per la Comunitat Europea, troba que un dels tres reptes més importants és l'energia i veure la descarbonització com un repte, però com una oportunitat per fer front tant als xinesos com als americans. Visió del clúster. Quina visió tenim? Òbviament, aquests dos reptes són majúsculs, però nosaltres el que tractem és de donar-li 5 dimensions.
Perquè, òbviament, la primera dimensió ha de ser la descarbonització, i aquí estem tots d'acord. Per nosaltres la segona és la diversitat. No hi ha una única energia. Hem d'apropar l'energia al territori, al paisatge. Hi haurà llocs on hi haurà una oportunitat i n'hi haurà d'altres on hi haurà una altra. Diversitat d'energia. Descentralització. Tots som conscients que quan més a prop del consum genera l'energia, doncs serà millor. Però, òbviament, això té una limitació. Però la descentralització ha de ser un dels reptes, ha de ser una de les dimensions que li donem a l'energia. Quarta dimensió, la digitalització. Som al segle XXI, som al segle de la intel·ligència artificial. Cal acompanyar l'energia de digitalització, de dades. Per què? Per acostar el territori, per donar l'oportunitat al territori també. Si acompanyem aquesta descentralització de la digitalització, farem que el territori també tingui aquesta autonomia en quant a digitalització, aquesta infraestructura de digitalització. I darrere, però com diuen els anglesos, last but not least, la democratització de l'energia. I aquí això té molt a veure amb el territori, això té molt a veure amb el paisatge i això té molt a veure amb que l'energia arribi a tothom i no de qualsevol manera. Per tant, per nosaltres també la democratització, i per això creiem que avui havíem d'ajudar, havíem d'empènyer aquest esdeveniment, perquè creiem que el territori és una de les incògnites més importants dins de l'equació d'aquestes 5 dimensions de l'energia. I dit això, avui només volíem fer una pinzellada, reiterar l'agraïment a tots els que esteu aquí i crec que ara començarem ja la part important, que és el tema que ens té tots aquí avui. Moltes mercès. Doncs moltes gràcies, Quim. Com deia, la descarbonització és un repte, però també és una oportunitat i no es pot fer sense el territori. I per això, per obrir el debat avui, ens acompanyen 2 ponents de luxe. En primer lloc, escoltarem Jean-Pierre Thibault, que és president de l'Associació de Paisatges de Després del Petroli. Ell va treballar al Ministeri de Medi Ambient francès, on va començar a desenvolupar l'enfocament paisatgístic. També ha sigut inspector general de Medi Ambient del 2014 al 2022. També és administrador de la secció francesa del Consell Internacional de Monuments i Llocs i considera que enfocar la transició energètica des del paisatge és una estratègia integradora i democràtica i pot esdevenir una solució a molts dels rebuts actuals. L'escoltem, si vous plaît. Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence. Et merci de l'invitation à nos organisateurs. C'est un grand défi et une grande difficulté d'essayer de vous exposer en quelques minutes la manière dont le problème se pose en deçà des Pyrénées ou au-delà pour vous, en deçà pour nous. Enfin bon. Et de vous montrer comment nous tentons de résoudre ce problème qui est celui d'une grande... Hop, maintenant. Ah, évidemment. C'était trop beau. Ça ne veut pas passer. Si, voilà. Ça ne voulait pas passer parce que ça montre des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Voilà, nous sommes devant une difficulté pour les énergies renouvelables, c'est que ces énergies, on va voir pourquoi, on va voir comment, sont des sources de conflits, sont des sources de tensions sociales, territoriales. Là, vous voyez, les mots sont, quand on peut les traduire, ils sont très, très forts. La pollution visuelle, la pollution, c'est la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution du regard. C'est terrible de dire ça. Paysage massacré. Et aussi, c'est dit un peu plus discrètement, la valeur du paysage est amoindrie. C'est-à-dire que si on veut vendre un terrain et qu'il y a une éolienne à côté,
le terrain sera vendu moins cher. Bon, comment peut-on sortir de là? Parce qu'on l'a dit très justement, on ne peut pas aujourd'hui méconnaître le défi climatique. L'humanité est concernée tout entière et c'est le défi du siècle, voire du millénaire. Puisque le millénaire précédent, les 2 derniers siècles ont été ceux où on a produit la situation qui nous occupe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe et quels sont les arguments employés? Décidément. Non. Bon. Voilà. Alors, les arguments qui sont développés à l'appui de cette opposition aux énergies renouvelables, l'éolien comme le photovoltaïque, sont assez puissants. D'abord, il y avait des choses avant. Et le photovoltaïque comme l'éolien entre en concurrence visuelle avec ce qu'il y avait avant. Vous voyez, il y a un petit clocher d'église, là, qui est très joli, un village patrimonial. C'est dans le Lauragais, pas très loin d'ici. Et il y a les éoliennes. Et les éoliennes, contrairement au clocher, où seule tourne la girouette, elles tournent. Donc, elles attirent l'œil. Il y a également l'aspect encerclement. Quand on est dans une ferme éolienne, dans 2, 3, 4, 10 fermes éoliennes sur le même territoire, on a une impression d'enfermement, d'encerclement. Et ça, c'est un système qui a beaucoup de succès auprès des opposants. Bien aussi, on dit qu'on sature l'espace. Le Parlement français a même voté une loi qui indique qu'il faut éviter la saturation visuelle. Étant un peu juriste, je ne sais pas bien ce que c'est que la saturation visuelle et je ne sais pas où mettre le curseur. Je souhaite bon courage aux avocats quand on va parler de cette saturation visuelle et que ça va venir devant les tribunaux. Alors, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Et comme il faut qu'on résolve le conflit, puisque notre avenir un peu d'êtres humains civilisés en dépend. Alors en avant, voilà. En fait, moi j'ai tenté de lister 4 causes de ce conflit. La première cause, c'est que la production d'énergie est passée de l'omniprésence à l'invisibilité, et puis elle ressurgit. On va y venir. Ensuite, l'aménagement de l'espace, depuis quelques décennies, une 50aine d'années au moins, a été une suite d'accumulation. Les populations locales ont été largement ignorées par les aménageurs, et les territoires étaient considérés comme de simples supports, des pages blanches, sans le moindre caractère, et totalement uniformes, puisque la technologie allait réussir à tout niveler, et puis que les territoires n'étaient plus un problème. Donc, premièrement, ah oui, il y a un certain temps de latence, c'est pour ça. Premièrement, les installations d'énergie, reportons-nous 300 ans en arrière, elles sont partout. Il y en a partout, dans tous les villages, il y a un moulin à eau, un moulin à vent, selon les cas. Il y a la traction animale qui produit de l'énergie, l'animal, il est dans la maison. Bref, l'énergie, elle est partout. Et puis, à partir de la période que nous connaissons, qu'ont connue nos parents, voire nos grands-parents, l'énergie, elle devient magique. L'énergie, c'est la prise de courant. On branche et tout va bien. Et on ne sait pas d'où ça vient. Et à la limite, on ne veut pas trop le savoir. Et il y a, en France en tout cas, 17 points de production majeure d'énergie qui sont les 17 installations nucléaires. Un peu partout, quand il y a une rivière importante ou quand il y a un estuaire, etc. Alors évidemment, on voit quand même, on voit toujours les lignes de transport d'énergie, évidemment. Les lignes à haute tension, elles sont marquantes dans un paysage. Et parfois, pas très gracieuses et pas très agréables à voir. Et puis brusquement, là, depuis le début du siècle, on a vu ressurgir, comme des champignons, des installations de production d'énergie. Et donc, ça a provoqué un certain choc, un choc visuel, un choc perceptif. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces choses qui brusquement arrivent? D'autant plus que, deuxième raison, non, c'est revenu en arrière, décidément. Ah voilà. Deuxième raison, on a vécu quand même avec une énorme patience, nous autres, les populations des territoires, de tous les territoires européens, on a vécu avec une énorme patience
l'accumulation d'objets dans notre champ visuel. On a eu à peu près tout. On a eu les châteaux d'eau. Quand j'étais petit, les châteaux d'eau, brusquement, on les voyait arriver. L'adduction d'eau, c'était un grand progrès. On prenait le château d'eau qui avait plusieurs formes, de tulipes, de tours, un peu médiévales parfois. Enfin bon. Il y avait les barrages, les grands barrages héroïques, avec le héros de la décennie, qui était l'ingénieur qui faisait son barrage. Quelquefois, le barrage, il engloutissait un village. Il faisait partir la population. C'était un peu traumatisant. Mais globalement, la population trouvait que c'était très bien. On a eu les relais de télévision qui peuplent nos collines. À une époque, c'était les calvaires. On a eu les grands ensembles, puisqu'il fallait loger la population. On a eu les autoroutes. On a eu les centres commerciaux. On a eu les lotissements. Tout ça s'est accumulé. Et l'exemple du mur anti-bruit me semble intéressant, puisque, en fait, l'accumulation, la juxtaposition de différents types d'artefacts conduit quelquefois à des absurdités. On a d'abord, il faut loger le monde, donc on met un lotissement, on met des maisons, des petites maisons. Il faut que ces gens-là puissent aller travailler ou puissent se déplacer, donc on fait une route à côté. Puis comme la route fait du bruit et que les gens ont envie d'être tranquilles, on fait un mur anti-bruit, on ajoute. Progressivement, on accumule. Et malheureusement, pour les énergies renouvelables, elles sont venues en dernier. Et à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Trop, c'est trop. Et c'est tombé sur les renouvelables. Alors, hop. Voilà. Avant-dernier problème, la raison technique, les nécessités quantitatives de développement, de remise en état de l'Europe dévastée par les guerres. On dit les années 1940-50, on a une Europe qui est pleine de ruines partout. Donc il faut reconstruire. Il faut reconstruire vite. Parce que sinon, on ne va pas laisser les gens à la rue, on ne va pas laisser des gens sans alimentation, parce que les guerres ont été aussi dévastatrices pour la production alimentaire. Donc, on construit. On construit et on accumule avec des indicateurs quantitatifs importants. Cette année, on a fait tant de logements, cette année, on a fait tant d'autres, etc. On ajoute. Et ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, la remise en question de ce modèle de croissance quantitative a été remise en question avec des arguments qui, en termes de méthode, sont un peu les mêmes. C'est-à-dire des tableaux de chiffres. C'est-à-dire des indicateurs quantitatifs. Et pas des éléments de qualité. La qualité, on verra plus tard. La qualité, c'est un ajout, c'est un décor, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de réussir à loger, déplacer, nourrir, et puis, si c'est beau, pas beau, c'est pas le problème. Immédiatement, ça n'est pas le problème. Donc on verra si on a le temps, si on a un peu de moyens à la fin. Et tout ça est très légitime. Simplement, au bout d'un moment, cette croissance à tout va, elle finit par produire des difficultés. C'est celles qu'on connaît aujourd'hui, qui ont été résumées dans l'introduction. Et puis, les populations dans tout ça, comme l'urgence était importante, comme elle est de nouveau importante pour remettre en cause, remettre en question, remettre d'aplomb finalement cette croissance qui a provoqué des nuisances et qui nous conduit à des pertes de biodiversité, à des changements climatiques incontrôlés, à des phénomènes météo extrêmes, c'est urgent à nouveau. Donc on refait des choses dans l'urgence et on recommence à ne plus laisser parler, à ne plus faire s'exprimer les populations. Et ça tombe mal, parce que ces populations, aujourd'hui, ont envie de parler. Ont envie de parler pas forcément pour dire on veut pas. Ont envie de parler pour dire nous sommes d'accord pour contribuer à tout ça. Nous sommes d'accord pour contribuer à répertorier les espèces animales menacées. Nous sommes d'accord pour contribuer, ce que vous faites en Catalogne, à répertorier les ouvrages en pierre sèche, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui contredit finalement cette idée que tout étant urgent et tout étant quantifiable, l'appréciation par les populations est sans grand intérêt. Et puis, le dernier élément,
je vais revenir en arrière. Voilà. On avait une telle sûreté de nous-mêmes, on avait une telle assurance, on avait une telle capacité technique, que finalement on s'est dit, mais les territoires, c'est des simples supports, ils se valent, s'ils sont vallonnés, on va les aplatir, s'ils sont humides, on va les assécher, si de temps en temps la rivière déborde, on va faire des digues, etc., etc. On a considéré les territoires comme un support sans qualité, au sens des qualités de Robert Musil. Enfin, il n'y a pas d'Eigenschaften. Les territoires, ils sont tous pareils. Ou on veut les rendre tous pareils. Donc on a un quadrilatère et on dit on va y implanter ceci, ceci, cela. Et la technologie pourvoira à cette implantation. Sauf que, comme le climat se réchauffe, ce que la technologie pouvait il y a encore 10 ans ou 20 ans, elle le peut de moins en moins. On ne peut pas faire un barrage contre l'océan. On ne peut pas déshumidifier à vie des territoires qui étaient des territoires éponges permettant d'atténuer naturellement les crues. Donc aujourd'hui, on doit comprendre, on doit considérer la diversité des territoires et leurs qualités particulières, qui sont des qualités que nous pouvons mettre au service de nos projets de développement. Mais il ne faut pas les ignorer. Donc les territoires sont tous différents et il faut que cette différence soit affirmée dans nos différentes politiques. On ne peut pas dire, voilà, c'est un territoire comme un autre. Non, ils ne sont pas comme les autres, ils sont tous particuliers dans leur aspect physique, dans leur histoire, dans leur géographie, mais aussi dans la perception des citoyens. Les territoires, ce sont aussi des lieux peuplés, avec des gens qui ont une sensibilité et une volonté de participer aux choses. Vous voyez, là, on a, par exemple, ces éoliennes. Non, pourquoi c'est trop. Là, pour le coup, c'était trop. Mince. Perte de contrôle. Non, perte de contrôle complet. Boum. Alors, mais. Je voulais revenir juste d'un coup en arrière. Bon. On va y arriver. Hop. On va y arriver. On va pas y arriver. Bon, il faut revenir à la diapo. Attendez. Ça revient en arrière, tout va bien. Hop, voilà. Non, je voulais vous montrer simplement cette petite photo qui est tout à fait en bas. C'est une photo de Bretagne. En Bretagne, les maisons sont très caractéristiques. C'est des maisons blanches avec des pignons, des ardoises. Et, par contre, les éoliennes, malheureusement pour elles, sont des objets qui sont à peu près partout les mêmes. C'est ennuyeux. C'est comme ça. Donc, il y a un côté un peu uniformisant. Il faut qu'on puisse jouer entre cet élément qui est finalement assez identique partout où on l'implante et les éléments particuliers du territoire où on se trouve. Bon, cette fois-ci, on redémarre dans le bon sens, j'espère. Non, décidément. Non plus. Allez. Bon, ça va. Donc là, ce tableau, je vous invite, alors je ne sais pas si vous le voyez bien depuis le fond de la salle, je vous invite quand même à le... Bon, tout ça, je suppose, sera diffusé, sera en ligne, etc., je crois. Enfin, j'espère. Bon. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir... C'est un baromètre qui a été fait en France par une école de Grenoble pour le compte de l'Agence française de l'énergie, de la transition énergétique, l'ADEME. Et ils ont regardé quels étaient aujourd'hui les arguments qui étaient développés sur l'ensemble des énergies renouvelables. On peut se demander si le nucléaire est renouvelable, puisqu'il consomme de l'uranium, et que l'uranium n'est même pas quelque chose de totalement qui se refait tout seul, comme c'est pas du bois. Non. Bon, néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est l'impact sur le paysage. Vous voyez le code couleur. Les éoliennes terrestres et maritimes, c'est respectivement bleu et violet. Et là, on est véritablement dans les causes qui détériorent l'adhésion sociale aux infrastructures. Le paysage arrive vraiment en tête pour tout ce qui est éolien, photovoltaïque, parc solaire au sol, pas trop méthanisation parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, pas trop le nucléaire parce qu'il y a 17 endroits où on en trouve en France.
Donc voilà, ça montre bien que nous avons aujourd'hui à travailler sur cette question du paysage pour l'essentiel des renouvelables visibles. L'impact sur la biodiversité arrive un peu derrière. Nuisance sonore ou olfactive, la méthanisation, c'est vrai que ça sent mauvais, le végétal qui pourrit. Bon, vous voyez, souvent c'est des résultats d'assez bon sens. Les gens sont bien conscients que le nucléaire est dangereux. Donc le risque d'accident, la barre rouge, c'est le nucléaire. Là, c'est... Bon, ceux qui pensaient que c'était derrière nous pourront toujours... et que les gens étaient convaincus que c'était vraiment génial, pourront peut-être revoir un peu leur prise de position. Bref, voilà, ce tableau, il n'est pas forcément très facile à décrypter, mais regardez-le de près et il vous montrera de la manière dont les choses sont perçues chez nous. Alors, une chance sur deux, ça va. Donc, et pourtant, le paysage dont on parle aujourd'hui, c'est une notion éminemment dynamique et évolutive. Les arbres poussent. Vous voyez un paysage forestier ou un paysage avec une haie, un arbre, etc. Vous reprenez le même paysage 10 ans après, ça ne sera pas le même. Donc il y a une dynamique du paysage, et cette dynamique, il faut qu'on puisse véritablement l'utiliser à plein. Le paysage, il est facile et simple à appréhender par nos 5 sens, nos émotions, nos réflexions. Le paysage, c'est à la charnière entre les différentes relations écologiques, entre les humains et les non-humains, ou entre les humains entre eux, sociologiques. C'est le cadre et le mode de vie. C'est là où on vit, tous. Le paysage, il est porteur en plus il rassemble tous les acteurs du territoire. C'est une chose qui nous est commune, c'est un bien commun. Et puis, c'est porteur d'une vision positive. C'est l'adjonction de l'utile et de l'agréable dans la philosophie des Lumières. Ce que n'est pas le paysage. Donc, évidemment, ça n'est pas une matière subjective. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, moi je trouve ça beau, vous ne trouvez pas ça beau, restons-en là, chacun son point de vue. Or, la manière dont on peut établir un projet de paysage, c'est le rassemblement des subjectivités. Chacun se met autour de la table, dit, voilà, ce que je trouve beau dans cet endroit, c'est ça, ça et ça. Vous trouvez ça et ça. On va regarder comment tout ça peut s'agréger et on aboutira à un projet qui satisfera presque tout le monde, le win-win, le gagnant-gagnant, le sans regret, etc. Et le paysage, c'est évidemment pas un paysage qui se conserve, qui reste immobile, la carte postale, la photo du grand-père avec en fond un bel endroit où il aimait bien se recueillir. Bon. Et puis, c'est pas non plus un simple décor, un supplément décoratif, généralement végétal, aux vrais aménagements qui sont ceux qui sont sérieux, ceux qui sont marquants pour le territoire. Je vous rappelle, même si pour certains c'est totalement superfétatoire, non, je vais y arriver à force. Voilà, alors celle-là. Voilà. Je vous rappelle la définition juridique du paysage, elle existe, elle est dans votre loi en Catalogne, la loi du 5 juillet 2005 de protection, gestion et aménagement du paysage, qui reprend mot pour mot la définition donnée par le Conseil de l'Europe en 2000, 20 octobre, à Florence. Donc nous avons une définition du paysage qui sera peut-être amenée à bouger dans les années qui viennent, mais qui pour l'instant fait consensus entre des pays à vieille tradition paysagère qui sont l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, enfin voilà, vous-même. Cette loi a été adoptée par le Parlement catalan et promulguée. Je ne vais pas entrer dans le détail, vous le verrez si vous relisez cette diapo, mais c'est important, je pense, parce que tous les mots ont été pesés, les interrelations entre facteurs naturels et humains, les populations et pas une personne, les populations, la partie de territoire, donc un lieu qui est singulier dans un pays. Le paysage permet, il a plein d'avantages, une intégration spatiale et temporelle. Le paysage, c'est l'histoire qui se poursuit. La mise en cohérence des politiques, l'articulation des échelles, du schéma d'ensemble au petit projet concret. Prolonge les histoires et les tendances de la composition des territoires. C'est un antidote à la banalisation des espaces qui se ressembleraient tous. Mettez quelqu'un avec les yeux bandés
sur un lieu à l'entrée d'une ville. Demandez-lui quelle est la ville dont il est à l'entrée. Il aura du mal à répondre. Il trouvera les mêmes choses partout. Alors peut-être que ça ne sera pas dans la même langue selon le pays où on est. En dehors de ça, je vous mets au défi de vous y retrouver entre Perpignan et Dunkerque, dans l'entrée de Perpignan et dans l'entrée de Dunkerque, à part peut-être la couleur du ciel. Et puis cette dimension démocratique très importante pour le paysage. Ça fait d'abord appel aux sensibles. Le paysage, ça ne requiert pas de prérequis techniques. Il ne faut pas avoir fait des grandes écoles ou pour avoir son mot à dire sur le paysage. L'intervention paysagère, donc, c'est autant de la médiation que de la conception. C'est autant quelque chose qu'on invente que quelque chose qu'on explique. Et puis le paysage, il conjugue donc cet environnement et la participation des citoyens. On a écrit dans une note qu'on a co-rédigée avec Bertrand et 4 autres personnes, dans un think tank sur l'écologie en France, que le paysage perturbe les habitudes du technocrate, mais il conforte les valeurs du démocrate. Bon. Alors, c'est pour ça que l'on pense, nous autres. Bertrand va dire la même chose sous une forme un peu différente, mais c'est la même prise de position que nous avons. Que la démarche paysagère, c'est une solution. Que nous avons eu, si je reprends les causes des conflits actuels, les 4 causes, les 30 glorieuses et la planification écologique versus la démarche paysagère. Population locale, facteur négligeable d'un côté. Population locale, acteurs essentiels de l'autre. Les territoires, simple support sans qualité d'un côté. La diversité historique, géographique, perceptive, sociétale des paysages de l'autre. L'aménagement de l'espace, accumulation jusqu'à saturation, et là, la mise en cohérence des disciplines de l'aménagement permettant de retrouver une harmonie de nos espaces de vie. D'un côté, production d'énergie invisible, de l'autre côté, des installations qui réapparaissent, mais qui sont mises en harmonie avec les lignes de force du paysage, avec ce qu'il y avait avant. Il y a de très belles illustrations dans la présentation que va faire Bertrand après. Donc, l'approche territoriale de la transition énergétique est une approche paysagère. En gros, les 2 mots sont quasi synonymes. Il faut, quand on mène déjà dans beaucoup d'endroits, quand on mènera là où ce n'est pas encore le cas, la transition énergétique, il faudra d'abord affirmer sur un territoire donné le triptyque sobriété, efficacité, renouvelable. Sobriété, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on économise, dont on n'a pas besoin. Et on sait comment, et ce n'est pas forcément inconfortable. On se déplace en vélo, c'est très agréable, évidemment. Quelquefois, c'est quand il fait chaud ou quand il pleut, c'est bon. Mais c'est quand même, c'est bon pour notre santé, et ça nous donne des perceptions et une vision de l'espace qui est tout à fait différente. Et puis, on se chauffe un peu moins, mais on reste quand même dans des éléments de confort. Et puis, on se retrouve dans des éléments qui ne vont plus être ce qu'on appelle aujourd'hui une ébriété énergétique. On se gave d'énergie, on peut en économiser beaucoup. L'efficacité, c'est d'éviter de se déplacer, de zoner les territoires entre des lieux où on travaille et des lieux où on habite, et qui seraient systématiquement différents, les lieux de loisirs pareils, etc. On peut gagner là-dessus. Pas complètement, mais on peut gagner là-dessus. Et puis les renouvelables, et aux 3 stades de ce processus sobriété, efficacité, renouvelable, percevoir la nécessité d'une démarche paysagère. Il faut d'abord positionner les périmètres prioritaires d'isolation des bâtiments, des puits de carbone, en plante, quand on le peut, pour absorber le carbone atmosphérique, des infrastructures de mobilité active, les pistes cyclables, il ne faut pas les mettre n'importe où. Si on les met n'importe où, les gens ne vont pas les utiliser. Il faut, en deuxième lieu, composer un aménagement énergétiquement efficace. Donc des villes plus compactes,
sans être invivable. Il ne s'agit pas de faire Manhattan partout. Mais par rapport au lotissement étalé qu'on a connu, peut-être que des petits bâtiments collectifs ou semi-collectifs, peut-être que une plus forte densité au sein de grands jardins peut être quelque chose d'intéressant. Il faut peut-être faire des services mieux positionnés. Il faut en finir avec le zonage, qui a été une peste des aménageurs et des urbanistes pendant des années et des années. Sous l'impulsion de la Charte d'Athènes, il y avait la zone ceci, la zone cela, y compris les zones naturelles. Bon. Donc on avait des zones. Et entre ces zones, il fallait se déplacer. On se déplaçait comment, deviner, etc. Et enfin, il faut localiser les productions d'énergie renouvelable selon les lignes de force du paysage. Et ces lignes de force, on arrive à les connaître. Vous avez en Catalogne une excellente couverture par les catalogues du paysage, qui donnent énormément d'indications sur l'histoire et la géographie et les perceptions citoyennes de ces paysages. Ce sont des documents qu'il faut ouvrir, utiliser. Bon, on a à peu près des équivalents en France qu'on appelle des atlas. Quelquefois, ils restent dans les placards, malheureusement. Et donc, on construit en opportunité. Il y a un terrain disponible, allons-y. Il n'est pas bien situé, oui, mais c'est pas grave, c'est urgent. Vous voyez, donc c'est important de repartir. Et puis, au bout d'un moment, on a un recours d'un riverain et on a une levée de bouclier des populations. On ne sait pas quand ça va venir. Il y avait un président d'un parc naturel régional qui nous disait, excusez-moi l'expression, le paysage, c'est emmerdant. Parce qu'on ne sait pas quand il va soulever des passions. Il va en soulever, on est presque certain, mais on ne sait pas quand. Donc, on pense que tout était réglé, et puis on voit surgir brusquement les banderoles de la première diapo. Voilà. Je crois que je vais éviter... Non. Ben non. Et non, pourtant. Bon. Décidément, ça m'aura poursuivi jusqu'à la fin. Mais ceci dit, c'était la dernière diapo qui disait qu'on allait passer à celle de Bertrand. Donc tout va bien, voilà. Bé, doncs, moltes gràcies, Jean-Pierre. Merci. Molt interessant. Han sortit conceptes molt i molt interessants, com aquest de la sobrietat, eficàcia i renovables, o també el concepte del paisatge, no?, com un concepte dinàmic i evolutiu, i la democratització, no?, el dret a que tothom hi digui la seva. Després, al final, després de la taula rodona, obrirem un torn de preguntes, per tant que si vostès tenen preguntes pels ponents també les podran fer al final, no? Ara donarem pas a Bertrand Folea. Ell és director de la Càtedra de Paisatge i Energia de l'Escola Nacional Superior de Paisatge de Versalles. És paisatgista i urbanista, codirigeix amb Claire Gauthier l'Agència d'Urbanistes del Paisatge Folea-Gauthier i és guanyador del Premi Nacional de Paisatge 2016. També és paisatgista consultor estatal des de l'any 1994 i va ser també paisatgista consultor del Ministeri de Cultura francès. Des del seu punt de vista, s'ha d'entendre el paisatge com un espai de relacions, no és una pintura ni un decorat, també ens ho deia en Jean-Pierre, que s'hagi de protegir, sinó que s'ha d'entendre com un projecte que té en compte les sensibilitats de cada lloc a partir d'un enfocament transversal i creatiu en la cerca de solucions, sempre fugint de plantejaments estàtics. Bertrand, quan vulgui. Gràcies. Alors, j'ai le mode d'emploi. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je vais essayer d'être complémentaire à Jean-Pierre, mais forcément, je vais répéter quelques petites choses parce que nous sommes très en phase tous les deux sur cette affaire. Alors, un petit mot sur la chaire Paysage-Énergie, puisque vous en avez parlé, madame. Elle a été créée en 2015. Elle a été installée à l'école du paysage de Versailles, effectivement. Et c'est une chaire d'entreprise. Elle a pour partenaire le ministère de l'écologie, l'agence de la transition écologique, what we call ADEME, Agence de la transition écologique,
Et RTE est l'entreprise qui, en France, transporte l'électricité. Vous avez EDF, Électricité de France, qui produit, et vous avez RTE qui transporte. Donc les lignes, les postes électriques, etc. Voilà. Et on a aussi, évidemment, on fait aussi beaucoup de travail avec d'autres partenaires ponctuels, qui peuvent être des collectivités, des régions, des départements, des intercommunalités, etc. Cette chaire, elle a pour objectif de développer la formation, la recherche, la création et la communication. Voilà. Alors, il y a quelques documents qui sont publiés depuis qu'elle existe. Mais je peux vous transmettre quelques exemplaires. J'en ai apporté un tout petit peu, mais c'est lourd. Alors, je peux vous les envoyer s'il faut pour certains d'entre vous. Donc, un hors-série d'une revue de l'urbanisme, Les nouveaux paysages de la transition énergétique en 2018. Un livre d'histoire, parce qu'on s'est aperçu on connaissait mal l'histoire, paysage et énergie ensemble. On connaissait bien l'histoire des paysages, on connaissait bien l'histoire de l'énergie, mais on connaissait mal l'histoire de la relation entre les deux. Et donc c'est un livre d'histoire qui est publié. Également des ouvrages à caractère plus pratique pour EDF, par exemple, sur ses chantiers, ou pour RTE sur ses lignes, etc. On a fait des ouvrages spécifiques. Un guide méthodologique, je vais m'appuyer un petit peu dessus tout à l'heure, qui recense 16 expériences de paysages en France et qui essaye d'en tirer 10 enseignements. Donc c'est plus méthodologique. Et puis un ouvrage qui s'appelle L'imagier, paysage et énergie, qui lui, comme son nom l'indique, image, fait plus de place aux représentations, de façon à toucher un public plus large. Voilà, donc il explique aussi l'histoire, il explique l'enjeu du mix énergétique contemporain, et il dessine ou il imagine les paysages du futur autour de scénarios, des 4 scénarios qu'a développé l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Alors, un tout petit mot, je reviens un tout petit peu sur la théorie, parce que c'est très important. Il y a beaucoup de contresens, et Jean-Pierre l'a très bien expliqué. S'il y a une opposition au nom du paysage, comme la première diapo de Jean-Pierre le montrait, c'est probablement parce qu'il y a une mauvaise compréhension du concept de paysage. Et je voudrais revenir rapidement au concept. J'aime bien le définir, au-delà de la définition officielle de la Convention européenne du paysage, comme étant une dimension fondamentalement relationnelle, et je vais vous l'expliquer avec cette image. Vous voyez cette image d'un paysage de Catalogne. Alors, de quoi est fait le paysage? Bien sûr, de territoire. Le territoire, c'est ce que l'on voit ici, c'est-à-dire du relief, de la géologie, des sols, un climat, une occupation du sol qui peut être agricole, qui peut être forestière, qui peut être urbaine, qui peut avoir des infrastructures pour se déplacer ou pour produire de l'énergie, par exemple, etc., etc. Donc ça, c'est une partie de la question du paysage, la partie territoriale, qui peut être connue par les disciplines scientifiques et qui est le fruit d'un écheveau de relations spécifiques. Il y a des relations particulières entre la géologie, les sols, l'occupation du sol, le climat, etc. Ça fonde la spécificité d'un territoire. Mais ce n'est pas toute la question du paysage. Parce qu'il y a un personnage au premier plan qui rappelle que dans la dimension du paysage, il y a une autre dimension relationnelle qui, cette fois, n'est pas strictement scientifique, qui est plutôt affective, sensible, et qui est un écheveau de relations qui s'exprime à travers des affects, des sensibilités, des représentations, des usages surtout. Voilà. Donc, on a une double dimension relationnelle. Pourquoi c'est intéressant pour notre enjeu, l'enjeu que vous avez évoqué en introduction, madame, cette dimension essentielle de la transition écologique et énergétique? Parce que les premières relations, pardon pour ce dessin un peu compliqué, mais les premières qui font la dimension territoriale, le territoire, fondent le cadre de vie. Et les relations de la population au territoire, qui sont spécifiques, puisque le territoire est spécifique, que les populations aussi peuvent être un peu spécifiques, bien sûr, définissent des modes de vie. Or, on ne pourra pas faire la transition énergétique et écologique sans transformer notre relation au territoire dans ces doubles dimensions, notamment les modes de vie, changer nos modes de vie, qui est probablement la chose la plus difficile à faire. Changer nos habitudes, changer nos comportements. C'est très compliqué,
Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder que le concept de paysage peut agir sur les modes de vie par le cadre de vie. Je donne un exemple, vous pouvez transformer. À la sortie du confinement en France, il y a eu beaucoup de peintures jaunes au sol pour faire de la place au vélo. On s'est dit, les gens sont déshabitués à la circulation après la crise Covid, la crise sanitaire mondiale. Donc on a fait de la place, on a transformé le cadre en faisant de la place pour le vélo. L'idée, donc on a changé physiquement le cadre de vie, okay, mais l'objectif était bien de transformer le mode de vie, le mode de déplacement, pour que des gens abandonnent la voiture au profit du vélo. C'était ça l'objectif. Donc on voit bien qu'on peut agir sur le mode de vie par le cadre de vie et réciproquement. Et c'est intéressant d'avoir un concept qui regroupe cette double dimension pour la transition. Voilà. Ce qui fait que, et ça Jean-Pierre l'a dit avec ses mots, le paysage n'est pas juste du territoire. Ça ne suffit pas de prendre la dimension que territoriale dans l'affaire. Le paysage n'est pas un tableau, il l'a dit à sa façon. Ce n'est pas une carte postale. Ça n'est pas figé puisqu'il évolue tout le temps. Et le paysage n'est pas simplement un décor à planter. Bien sûr qu'en français, il y a une ambiguïté sur le mot paysage, paysagiste, qui renvoie beaucoup à l'entreprise qui plante des abords d'un parc photovoltaïque, des abords d'un rond-point, des abords d'un bâtiment, d'un immeuble, etc. Mais en réalité, la question du paysage est bien sûr complètement globale. Elle intègre tous les éléments territoriaux, toutes les dimensions territoriales, y compris les plus minérales, industrielles, maritimes, volcaniques, etc. Il n'y a pas forcément du végétal, même si bien sûr le vivant est une dimension importante. Voilà. Mais c'est un peu un compromis entre l'approche aménagiste, la première, et l'approche conservatrice, la deuxième. Voilà. Voilà. Donc après, évidemment, nous avons pour ambition d'atténuer le changement climatique en façonnant un paysage sobre et décarboné, évidemment. Alors on voit que ça touche à toutes les dimensions, dont les énergies renouvelables à droite, mais aussi tout ce qui est culture, agriculture, sylviculture, l'habitat, les mobilités, l'économie. Et puis, nous avons à nous adapter pour faire face à des phénomènes que vous connaissez bien, mais que l'on connaît aussi de l'autre côté des Pyrénées, notamment dans les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées catalanes en France. L'augmentation de la chaleur, l'érosion des sols et de la biodiversité, l'aggravation des risques, la raréfaction de l'eau, notamment. Voilà. Alors maintenant, quelques exemples, notamment autour de l'éolien et du photovoltaïque, qui sont extraites en partie du guide méthodologique dont j'ai parlé tout à l'heure. En rappelant ceci, ça c'est en français, mais j'ai mis ça. Bon, j'espère que c'est du bon catalan, mais Perret m'a aidé un petit peu. Voilà, donc voilà, le paysage comme projet, c'est la prise en compte de la réalité sensible, donc avec cette dimension que j'évoquais, de tenir compte de tout le vivant, humain et non humain ensemble, pas séparément. Or, souvent, on a des approches très sociologiques d'un côté ou très écologiques de l'autre. Là, on peut grouper les deux, c'est très important. Une approche transversale, ça, je crois que c'est assez bien identifié. Tout le monde fait du paysage, jusqu'à l'habitant qui change ses volets ou sa clôture ou qui plante. La dimension participative, Jean-Pierre l'a dit, c'est pas trop technique, donc c'est facile de rentrer par cette dimension-là. Et puis la créativité, puisqu'on n'est pas sur des positions idéologiques ou conservatrices, purement théoriques, à partir du moment où on est dans l'action. C'est un peu comme en musique, la dimension du paysage, pour que ces musiciens, qui sont très bons, chacun avec leurs instruments, jouent quelque chose qui soit audible, il va falloir avoir une partition commune. Et le projet de paysage, c'est un peu la partition commune. Il faudra aussi un chef d'orchestre, ça, ce sont les élus. Quelques enseignements donc tirés de cet ouvrage méthodologique. Alors, premier enseignement, la question du paysage, ce n'est pas juste une question de pays ou de région qui serait très conservatrice, qui protégerait ses biens, qui serait très... une préoccupation de nantis, quelque part, une préoccupation de riches. Non, on constate au contraire que les démarches de paysage se déclenchent beaucoup dans les régions en crise. Donc ça, c'est très important. On a mis un exemple, par exemple sur Toulouse, le site d'AZF. AZF est une usine qui, en 2001, juste après l'attaque des Twin Towers à New York, en septembre 2001, juste après, a explosé à Toulouse. On a cru que c'était un attentat, parce qu'on était juste après. Et en fait, non, c'est une usine, un peu comme à Beyrouth, beaucoup plus récemment,
qui a explosé et qui a traumatisé la ville, qui a fait des morts, énormément de dégâts et beaucoup traumatisé la population. Et donc, il a fallu du temps pour réparer ça. On a, qu'en 2014, que le quartier s'est terminé pour faire un hôpital consacré à la lutte contre le cancer, un oncopole, lutte contre le cancer. Et puis, sur les parties qui restaient polluées, il y a eu un projet photovoltaïque qui s'est fait, qui s'inscrit dans un cadre d'un projet beaucoup plus large de reconquête des bords de la Garonne, du fleuve Garonne, sur 32 km, le Grand Parc Garonne, ça s'appelle, et qui s'est développé sur plusieurs hectares. Il y a 35 000 m² de panneaux qui ont été développés, avec une approche un peu artistique, ou un peu avec un plasticien. Il y a eu un concours qui a été organisé pour arriver, et le plasticien qui a gagné a proposé d'évoquer l'onde de choc, quelque part, de l'explosion, à travers des systèmes de coloration des panneaux, qui ne sont pas forcément très visibles à hauteur d'homme, mais il y a un coteau, le coteau de la vallée, hein, qui domine ça, et un téléphérique qui s'est construit, mais il était en projet au moment où... Voilà. Maintenant, il est construit, qui permet de voir les choses d'en haut, un téléphérique urbain qui passe au-dessus. Voilà, c'est pas parfait, mais c'était intéressant de montrer que voilà, c'était à partir d'un traumatisme qu'on avait recréé quelque part une ambition, y compris énergétique, pour reconquérir une partie de ce territoire. Deuxième chose très importante dans les enseignements, la gouvernance, en mobilisant les citoyens. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. L'appropriation du projet par les populations, ça peut se faire de plusieurs manières. J'ai mis ici une expérience dans le nord de la France, cette fois. On était à Toulouse avant, là on passe au nord, dans les Ardennes, donc c'est en limite de la Belgique, c'est le nord. Alors là, c'est des territoires très ruraux, il y a très peu d'habitants. Il y a une intercommunalité qui regroupe 94 communes, parce que vous savez que la France a plus de la moitié de toutes les communes d'Europe. Il y a des communes toutes petites. Sur ces 94 communes qui se sont regroupées dès 1995, donc ça fait longtemps il y a fait 30 ans qu'ils ont eu l'expérience de travailler ensemble, il y a 20 000 habitants. Donc vous voyez la taille des communes, hein, c'est 200 habitants en moyenne. Voilà, donc c'est très très rural. Donc c'est favorable au développement éolien, évidemment, parce qu'il y a peu d'occupation par l'urbanisation. Et donc depuis l'origine, depuis le début des années 2000, l'intercommunalité a souhaité développer un schéma de développement éolien, ce qui était nouveau vraiment au début des années 2000, ça n'existait pas en France. Ça a été quasiment la première à le faire. Et avec une participation citoyenne. Alors, la photo est coupée, je suis désolé, parce que c'est un peu coupé. Mais en réalité, vous verriez au pied de l'éolienne une appropriation par l'école, parce que les écoliers sont devenus en partie copropriétaires de l'éolienne, d'une des éoliennes qui a été développée sur ce parc. Et c'est à partir de cette approche citoyenne qu'il y a eu tout un groupement qui existe à l'échelle nationale aujourd'hui de développement de l'énergie citoyenne, à la fois par la promotion et l'appui, on va dire, technique, et par la possibilité d'investissement par les populations, d'investissement financier. Donc, à partir de ce cas-là, de début des années 2000 dans les Ardennes. Très important aussi, articuler les échelles. Ça, c'est vraiment fondamental. Ce qui m'intéresse peut-être, c'est de vous montrer l'échelle territoriale, c'est-à-dire plus que le site de développement, comment un territoire peut appréhender son développement d'énergie renouvelable. On a expérimenté au sein de la chaire plusieurs cas dans différentes situations pour avoir une approche globale sur le mix énergétique. Pas juste les éoliennes qui cristallisent toutes les passions, parce que c'est ce qui se voit le plus, mais l'éolien à côté du photovoltaïque, à côté de la biomasse, à côté de la méthanisation, toutes les formes d'énergie renouvelable, et à une échelle territoriale, pas juste l'échelle d'un site. Et ça, c'est passé à partir des expérimentations qu'on a fait dans la commande publique, puisqu'aujourd'hui, l'Agence de la transition écologique soutient les collectivités qui vont décider de s'investir pour réaliser ces plans de paysage. Ça s'appelle des plans de paysage de la transition énergétique. Voilà, et c'est très intéressant. Ici, par exemple, j'en ai un que je vous montre deux images dedans, mais celui-là, c'est un plan de paysage de lutte et d'adaptation au changement climatique dans un territoire de moyenne montagne, les Vosges. Les Vosges, ça sépare l'Alsace, donc la partie est de la France, de la Lorraine, ces deux régions culturellement différentes.
Et ces montagnes ne montent pas très haut, elles montent à 1500 mètres. Et ces montagnes vivent un changement climatique accéléré, très rapide, avec des problèmes de sécheresse, même dans ces montagnes très humides. C'était pourtant réputé pour être le château d'eau de la région. Non, il a fallu alimenter des habitants par des camions-citernes, même dans ces régions-là. D'incendies, un sujet absolument inconnu pour ces gens-là, qui s'est révélé être une réalité, et de tensions sur l'énergie entre les besoins pour le chauffage, pour faire de la neige artificielle pour les quelques stations qui essayent de se maintenir, les stations de ski, parce qu'on n'est qu'à 1000-1500 mètres d'altitude, c'est pas assez haut pour le ski, mais qui s'accrochent, etc., etc. Voilà, plein de problèmes comme ça. Voilà. Et donc, un plan de paysage, c'est beaucoup de concertation pour que les gens s'impliquent et sortent des postures idéologiques un peu faciles, je suis contre, je suis pour, ou ceux qui sont pour ne s'investissent pas, mais ceux qui sont contre manifestent facilement, évidemment. Donc, une implication de façon à responsabiliser les populations, c'est très important. Les faire acteurs véritablement. Et puis, des orientations, dont la numéro 5, qui concerne les énergies renouvelables, mais qui est située au milieu d'autres objectifs, qui concernent l'urbanisme, qui concernent les mobilités, qui concernent la biodiversité, qui concernent la gestion des ressources multiples comme l'eau, etc., qui met le paysage à la croisée des champs économiques, sociaux et environnementaux, qui spatialise les choses. Parce qu'en France, on fait beaucoup de plans climat, mais ce sont des chiffres, des données quantitatives, mais elles ne sont pas situées. Si vous ne situez pas, vous échappez au problème. Quand vous commencez à cartographier, là, vous rentrez dans le dur. Vous rentrez dans les choix véritablement politiques. C'est plus compliqué, mais c'est indispensable si on veut planifier la transition énergétique. Et on le fait à travers des plans de paysage, comme je le dis. Et puis, on peut changer d'échelle en montrant que l'énergie peut être au service de la transformation des paysages. Et ça, c'est important. Bien sûr, les paysages sont au service de l'énergie à travers leurs ressources. Bien sûr, on le voit comme ça. Mais dans un plan de paysage, on essaye même d'inverser la tendance en disant mais comment l'énergie peut se mettre au service de la qualité d'un paysage à vivre pour la population plus globalement. Et ça, ce renversement de perspective, il est très efficace pour rendre beaucoup plus acceptable et beaucoup plus désirable la transition énergétique. Donc ici, par exemple, vous avez un affreux parking tout bitumé de partout qui, évidemment, sert de parking de station de ski. Il est vide donc 90% du temps. Et donc, évidemment, qu'on va pouvoir développer du photovoltaïque. Mais on ne va pas développer du photovoltaïque partout de façon indifférenciée. On va le développer au service d'une qualité du paysage en déminéralisant, en redonnant des sols végétalisés, poreux, et puis en préservant des perspectives, en améliorant aussi l'accueil, etc., etc. Donc voilà, après, dans la vue, vous voyez que par rapport à l'existant qui est en haut, voilà, en perspective, on va les placer à gauche, à droite, etc. Mais on va aussi dégager des sols qui vont retrouver de la perméabilité, améliorer le site d'accueil, etc., etc. Autre enseignement, faire appel à des professionnels qualifiés à tous les stades. En fait, bien sûr que la dimension du paysage est participative et qu'elle n'est pas trop technique. Mais il faut qu'on ait des gens de projet qui travaillent là-dessus. C'est très important, des concepteurs, de façon à ce qu'on ne puisse être force de proposition, force de représentation, et qu'on puisse intégrer les dimensions techniques qui sont indispensables à la transition énergétique et qui sont évidemment majeures. Donc on a mis dans l'imagier, ça ce sont des extraits de l'imagier, du petit guide que je montrais tout à l'heure, très dessiné, destiné à tout public. On a mis une explication du métier qui transforme un existant en projet beaucoup plus intégré avec l'énergie, bien sûr, renouvelable là-dedans. Autre élément très important, les échelles, à nouveau. Small is beautiful. Alors bien sûr, pour concurrencer l'énergie fossile, qui est une énergie très concentrée et très puissante, et très pratique, il va falloir produire massivement des énergies renouvelables. Donc on aura besoin de grands sites énergétiques, c'est clair. Mais, et vous l'avez dit en introduction, l'un d'entre vous en introduction, on a besoin aussi d'avoir du petit développement qui sera quantitativement peut-être faible, mais qui sera psychologiquement fort, parce qu'il permettra de rapprocher, en rapprochant la consommation de la production,
de responsabiliser à nouveau les gens vis-à-vis de leur consommation. Parce que les objectifs de la transition énergétique, c'est plus 54% d'énergie renouvelable, etc. Très bien, mais c'est aussi moins 50% de consommation, en tout cas dans les objectifs nationaux en France. On a des grosses ambitions sur la sobriété, sur la baisse de la consommation. Et ça touche les modes de vie très fortement. Donc c'est compliqué à mettre en place. C'est pour ça que c'est intéressant de rapprocher production et consommation. Quand vous avez vos panneaux au-dessus de votre tête, vous êtes beaucoup plus responsable, ou les éoliennes sous vos yeux, etc. Vous êtes plus responsable parce que vous pouvez piloter votre consommation par rapport à la production. Je vous montre le cas des centrales photovoltaïques villageoises dans le Rosanais. Rosan, c'est un village qui est situé dans le sud-est de la France, dans un parc naturel régional qui s'appelle les Baronnies. Et pourquoi c'est tout petit comme ça? Je ne sais pas. Attendez, c'est bizarre. Bon, c'est petit, mais ce n'est pas grave. Voilà, il y a eu un travail à plusieurs échelles pour arriver à déterminer comment on pouvait développer le photovoltaïque en toiture à une échelle intercommunale. Donc, il y a eu une réflexion paysagère à l'échelle intercommunale. Ensuite, il y a eu une réflexion paysagère à l'échelle du village de Rosan en particulier. Et il y a eu une troisième approche de concepteur à l'échelle des bâtiments proprement dit, avec un architecte, pour caler les panneaux comme il faut sur les toits par rapport aux formes, par rapport aux emplacements. Voilà. Tout ça est un système d'emboîtement d'approche paysagère jusqu'à l'échelle domestique. Évidemment, avec un système participatif, une société coopérative qui associe les habitants à la production d'énergie, ce qui les motive, bien sûr. Et cette expérience-là a aussi eu une résonance à l'échelle nationale, puisque désormais, il y a des dizaines et des dizaines de territoires qui ont développé des centrales villageoises en France, à partir de cette expérience-là. Rechercher l'hybridation des usages. Alors, c'est un sujet qui est éminemment sensible en matière agricole. On parle, j'imagine, de part et d'autre des Pyrénées, de cette question agrivoltaïque, c'est-à-dire à la fois un développement photovoltaïque et un développement agricole. Comment est-ce qu'on peut trouver des co-bénéfices entre la production énergétique et la production agricole? C'est un sujet très compliqué et qui n'est pas entièrement résolu aujourd'hui en France. Mais en tout cas, il y a eu une expérience qui a été vécue dans les Pyrénées-Orientales, donc juste de l'autre côté de la frontière par rapport à la Catalogne, voilà, qui a vraiment essayé de trouver sur 5 hectares, une parcelle de 5 hectares, comment le viticulteur a vraiment souhaité mettre, d'une certaine manière, le photovoltaïque au service de sa production viticole, en constatant que depuis 30 ans, il subissait un changement climatique problématique pour sa production viticole. Voilà, donc ce sont des panneaux qui sont mono-orientés et qui vont effectivement faire plus ou moins d'ombre, plus ou moins de lumière, plus ou moins de protection contre le froid, la grêle, etc., qui se sont développés. D'un point de vue du paysage, ça n'a pas été bien travaillé et vous allez voir, c'est envahissant. Vous avez vu la force des structures, c'est très, très, très fort dans le paysage. Et alors, ça ne se voit pas forcément beaucoup de près, mais quand on domine, c'est quand même très, très, très dense. Donc, aujourd'hui, on a des systèmes qui sont plus aérés, qui sont tenus par des câbles, etc., et qui existent. Et je vous montre même un cas d'un projet qui existe dans un cimetière. En France, on va développer du photovoltaïque dans un cimetière en Loire-Atlantique. Donc, c'est pour dire que l'hybridation des usages ici va être assez surprenante. Ça va se passer en Loire-Atlantique, dans l'ouest de la France, du côté de Nantes. Voilà. Et enfin, pas tout à fait enfin, je vous montrerai quelques derniers exemples. Développer la créativité. Je pense qu'on ne développe pas suffisamment la créativité dans les projets qu'on a. Nous ne sommes pas suffisamment fiers du développement des énergies renouvelables au point de les travailler qualitativement avec une certaine créativité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à développer. En France, en tout cas, on n'est pas très bon de ce côté-là et j'aimerais bien, moi, arriver à développer vraiment des projets qui travaillent cette dimension créative parce que c'est une façon de résoudre un certain nombre de problèmes. L'appropriation par les populations, la sobriété désirable, l'économie locale et circulaire, les contraintes transformées en atouts, etc. C'est des renversements qui sont possibles grâce aux approches plus créatives.
On peut être créatif avec les instruments que l'on met à disposition des gens pour qu'ils s'approprient le problème. Par exemple, ici, vous avez des petites mires, des petits éléments qui vont être à la proportion de la longueur de votre bras pour dire vous êtes à 500 mètres, 800 mètres, 3 km par rapport à votre éolienne, par rapport à vos pylônes électriques, etc., etc. Bien sûr, on peut être créatif à partir de ces situations-là. Alors là, c'est très mal. Il y a un problème de cadrage, donc c'est pas du tout. Les photos sont mal cadrées. Je suis désolé. Il y a eu un problème dans le transfert. Je voulais vous montrer de la créativité. Ouais, ça va pas du tout là. Bon, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ben, je peux rien faire là. Donc vous verrez peut-être si le document reste, vous verrez. Que je vous montrais aussi une créativité potentielle autour d'un projet qui existe en Andalousie, donc au sud de l'Espagne, quelque part entre Cordoba et Séville, entre Cordoue et Séville. Il y a un concentrateur solaire. Donc c'est un site qui produit de l'énergie très fortement et c'est très surréaliste, enfin un peu irréel quand je ne sais pas si certains d'entre vous doivent le connaître, mais c'est vrai que vous avez une lumière qui est plus forte que celle du soleil en plein jour. Donc ça donne un côté un peu extraterrestre, un peu mystérieux, un peu étonnant. Ça n'a pas vraiment été travaillé d'un point de vue créatif, mais comme les panneaux concentrent, les panneaux sont des miroirs en réalité, qui concentrent les rayons solaires sur juste ce qu'on aperçoit là. Je suis désolé, on devrait voir tout ça. C'est assez surprenant, mais on pourrait le travailler d'un point de vue créatif pour que jusque dans les détails, on soit qualitatif, quoi. Et ça, malheureusement, on reste encore dans des approches trop techniques, purement techniques, alors qu'on a un potentiel de créativité qui est très fort. C'est ça que j'aurais bien aimé vous montrer. Ah bah là, on le voit un peu mieux. Voilà. Et vous voyez, on a encore un travail à faire sur la proximité, les échelles de proximité. Et là aussi, c'est décadré. Je suis désolé. Il doit se passer des choses à voir en dessous. C'est un peu mystérieux, mais comme ça vous donnera envie d'aller. C'est pas exprès. Là, c'est vraiment raté. Ah si, c'est quelque chose que vous regarderez. C'est vraiment dommage. Pour vous dire que la transition énergétique dans la réalité d'un paysage vécu, c'est pas non plus forcément quelque chose d'énorme et de spectaculaire. Là, j'ai montré du spectaculaire avec le cas en Andalousie. Mais ça, c'est plutôt pour vous montrer des images de projets qui ont été montrés à l'occasion d'une exposition à Paris sur cette question de la transition énergétique, où en fait, ce sont des indices de la transformation qui sont beaucoup plus discrets dans un paysage qui semble presque comme celui d'aujourd'hui, mais c'est le paysage de demain, qui intègre de l'agrivoltaïsme avec du petit éolien pour une production agricole, donc agrivoltaïco-éolienne, je ne sais pas comment dire tout ça, c'est très très mixte en termes d'usage. Et puis d'autres, mais j'ai peur que ce soit très mal cadré. Oui, c'est complètement décadré, c'est pas grave. Vous verrez aussi une autre image où le pied de l'éolienne est travaillé pour rendre service à l'agriculture en termes de stockage de matériel, etc., etc. Donc, ouais, ce sont des petites choses, mais qui transforment en réalité, qui montrent une créativité qui est favorable à la transition énergétique parce que la multiplicité d'usages vient et on n'est pas dans des logiques aménagistes comme au XXe siècle où on produisait pour une seule fonction en implantant des grosses installations. Voilà, bon. Et puis, je finis avec trois petites choses. S'inscrire dans le paysage, c'est un peu se faire comme grand couturier, c'est-à-dire respecter le patron, c'est ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure avec ses mots. Il y a des structures, des formes dans le paysage avec lesquelles on peut travailler, c'est ça le patron. Faire les ourlets, c'est tout ce qui est limite. Toutes les limites des installations sont importantes. Il faut coudre de façon attentive ce que l'on apporte dans un territoire par rapport à ce qui existe déjà. Et puis soigner les motifs, c'est tous les détails qui ne sont pas des détails. Les clôtures, les petits bâtiments, les édicules, etc., etc. Tout ça compte dans la qualité parce que c'est ce qui va être perçu par les populations au plus près, celles qui vivent au plus près. Voilà. Donc les questions des échelles, respecter le patron, c'est un peu le choc des échelles. L'image de Copenhague avec sa ligne d'éolienne courbe est intéressante, ça c'est à Copenhague. Ça fait très longtemps que ce projet éolien existe, il est vraiment mis en scène par rapport à la ville. Donc on assume quelque part le développement, ça c'est mal cadré, je ne sais pas pourquoi. Mais on devrait voir ici du développement industriel associé à du développement éolien à Fos-sur-Mer, c'est le sud de la France, c'est le port de Marseille, sur la Méditerranée, juste de l'autre côté, un peu au-delà de la frontière.
Ici, c'est une structure, là aussi, le patron, c'est quelque part le canal, hein, et la ligne, c'est un des premiers projets éoliens qui est sorti aussi dans le sud de la France. Ici, c'est pas forcément la crête la plus importante, mais c'est une crête secondaire. Et en fait, si la photo était à nouveau pas décadrée par le problème qu'on a, vous verriez une table de pique-nique, là, au premier plan, qui met en scène cette vue, c'est assez étonnant. Voilà. Ici, c'est à nouveau un canal. Alors, on ne le voit pas parce que la photo est mal cadrée à nouveau. Il y a un problème de transfert d'image. Mais vous verriez aussi comment le photovoltaïque et l'éolien accompagnent le canal. Ici, c'est plutôt un coteau. À chaque fois, il y a un patron. Et ça, ce n'est pas cadré, mais je ne sais plus ce que c'est, ça. Bon, vous verrez. J'ai oublié. Mais voilà, en gros, je crois que ce sont les détails, hein, puisque j'arrivais à la question des détails. Et je finis avec le détail sur une église qui est mal cadrée aussi, je ne sais pas pourquoi ce truc, et qui montre que voilà, on peut travailler. Ça, c'est à Los Angeles, c'est dans le nord. C'est un maire qui, dans une commune d'un bassin minier en crise, a réussi à transformer le bassin minier en patrimoine mondial de l'UNESCO, alors que tout le monde avait honte de ce territoire, et a fait beaucoup de choses en matière d'énergie sur sa commune, dont, vous voyez, son église. C'est une des premières églises en France dont l'entièreté du toit est photovoltaïque. Donc, ce n'est pas juste un équipement qui vient se plaquer, c'est toute l'architecture qui devient énergétique. Donc, c'est intéressant en termes de détails, hein, pour dire soigner les détails. Voilà, j'ai fini. Désolé pour les petits manques de cadrage, mais ça vous donnera envie d'aller voir ça dans le diaporama. Merci beaucoup.